Sofiane Méziani, Le défi du sens. Partie 1, La crise du sens. Sous-titre 3, Triomphe de l'utilitarisme. À l'heure où l'obsession budgétaire est l'unique thème à l'ordre du jour dans les réunions publiques, il est désolant de voir que les êtres humains se consacrent uniquement aux choses qui ont une utilité économique tangible et immédiate. Ainsi embarqués dans une course folle et aveugle vers l'univers du profit, les individus ne prêtent plus attention à la nature et aux êtres humains qui les entourent. Parce que la seule chose qui vaille désormais est la monnaie. Le reste entre dans la catégorie de l'inutile. Or, qu'est-ce que l'inutile à l'heure de la dictature de l'utilitarisme, si ce n'est tout ce qui n'a pas de finalité économique immédiate? Est utile, en d'autres termes, dans cette société du profit, tout ce qui est rentable. Si l'on s'en tient à cette définition de l'utilité, la philosophie, la poésie, par exemple, n'ont en effet rien d'utile. Autrement dit, ne possèdent aucune finalité technique. On assiste ainsi, avec le triomphe de l'utilitarisme, à une véritable désertification de l'esprit, la plupart des hommes se consacrant uniquement à l'accumulation de l'argent et du pouvoir. Ainsi, voit-on, comme le remarque le philosophe italien Nuccio Ordine, régner partout dans les médias une image illusoire de la réussite incarnée par l'entrepreneur qui bâtit son empire sur l'escroquerie, ou le politicien intouchable qui peut en toute impunité agir en dehors des lois. La philosophie, la littérature, la poésie, n'étant pas mesurables ni quantifiables, ne jouissent d'aucune valeur, ni d'aucune considération aux yeux de la société du consumérisme. Le paraître compte davantage que l'être. Celui qui possède une voiture de luxe, un emploi prestigieux ou un poste de pouvoir se voit accorder beaucoup plus de valeur qu'une personne possédant un certain degré de spiritualité, de culture et de réflexion. Paul Ricoeur nous avait prévenu. Celui qui parcourt le chemin de la vraie philosophie prend le risque d'échouer sur le plan de la vie tout court. Le prophète de l'islam fit le même avertissement, en déclarant que celui qui suit le chemin de la sagesse prophétique doit s'attendre à être éprouvé, notamment dans la pauvreté. Le philosophe est souvent moqué parce que perçu en marge d'une société où règne la dictature du profit et de la consommation effrénée. Il vit en altitude, et chaque fois qu'il redescend parmi les hommes, il est tourné en dérision par un public qui poursuit d'autres intérêts. C'est ce que traduit les beaux vers de l'Albatros dans lesquels Baudelaire évoque le mal-être du poète Albatros, géant maître des cieux, qui, une fois au sol parmi les êtres humains, est moqué par un public animé par d'autres intérêts. Nous citons. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Fin de citation. À quoi bon étudier la philosophie et la littérature s'il n'y a pas de grands débouchés professionnels, s'interrogent par ailleurs certains étudiants. Comme si un être se réduisait à son statut professionnel. Les écoles forgent en effet des êtres fonctionnels et utiles à la société de la performance, davantage que des individus épanouis, créatifs, doués d'esprit critique et d'imagination. Car si la philosophie, la poésie et la littérature apportent peu sur le plan matériel, elles sont d'une richesse colossale sur le plan humain. Elles dotent l'humain d'un pouvoir considérable, la créativité. Et c'est cette force, cette faculté d'imaginer, de créer, de penser qui fait défaut à notre humanité asphyxiée et tombée dans le piège de la superficialité. Cette aptitude à vivre en altitude, à prendre de la hauteur,
à battre des ailes. Je me souviens avoir un jour demandé à un ami et grand frère philosophe à quoi lui a servi la philosophie. Il me répondit à me rendre plus sensible. En effet, le savoir désintéressé de manière générale rend l'homme plus attentif, plus sensible à l'univers qui l'entoure. La philosophie, la poésie, la musique permettent de saisir la réalité du monde au-delà de ses apparences et de ses ornements. Dante, dans son banquet, a pointé du doigt ces êtres qui n'apprenaient que dans l'unique intérêt de gagner de l'argent. Nous citons. « Et je dis à leur honte qu'ils ne doivent pas être appelés lettrés, parce qu'ils n'acquièrent pas les lettres pour l'usage de celles-ci, mais parce que grâce à elles, ils gagnent argent et dignité. » Fin de citation. Aristote, dans sa métaphysique, a clairement montré que la science n'a pas un objet purement pratique et que, à l'origine comme aujourd'hui, c'est l'étonnement et l'admiration qui conduisirent les hommes à la philosophie. Ainsi, nous invite-t-il à cultiver le savoir pour saisir le monde dans sa réalité, au-delà de son enveloppe, et non pour en tirer le moindre profit matériel. La science permet à l'homme d'avoir plus profondément les yeux tournés vers le ciel, vers ce qui transcende cet élève et élève l'être humain. Or aujourd'hui, sous le règne de l'utilitarisme, l'éducation s'est réduite à une pure question d'orientation professionnelle et de salaire. La nécessité l'imposerait. Faut-il encore distinguer dans la nécessité les besoins factices des besoins élémentaires ? Beaucoup de biens non nécessaires nous sont en effet vendus comme utiles et indispensables, un peu à l'image de Satan qui, en argumentant fallacieusement, persuada Adam et son épouse de goûter à un arbre superflu. L'homme moderne est un homme pressé, dans les deux sens du terme, qu'on a dépouillé de sa substance spirituelle et qui ne prend plus le temps de s'arrêter sur les choses essentielles, sur ce qui en somme est jugé inutile dans la société utilitariste. Et comme le déclare Eugène Ionesco, si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves et de robots, un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas ni ne sourient, un pays sans esprit, où il n'y a pas l'humour, où il n'y a pas le rire, il y a la colère et la haine. Prisonniers d'une nécessité factice, les êtres humains n'apprennent plus pour le simple plaisir d'apprendre et de naviguer sur l'océan du savoir, mais encore une fois, dans l'unique but d'en tirer un quelconque profit matériel. Ainsi, voit-on des élèves s'orienter vers des filières qu'ils n'apprécient pas au fond et en se donnant un mal terrible dans le seul objectif de profiter d'un large salaire et d'un statut social distingué. Dans cette barbarie de l'utilitarisme, on a développé une approche commerciale de l'éducation en transformant, comme le constate Nuccio-Ordine, les universités en entreprises et les étudiants en clients. Nous le citons. Les universités se mettent hélas à vendre les diplômes, en insistant notamment sur leur caractère professionnalisant, c'est-à-dire en proposant aux jeunes des cours et des spécialisations avec la promesse d'obtenir immédiatement un emploi et un revenu alléchant. Fin de citation. On est ainsi davantage en quête de revenus qu'en quête de savoir. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville a mis en garde contre l'utilitarisme qui menace les démocraties marchandes entièrement vouées au profit. Nous le citons. On rencontre chez une foule d'hommes un goût égoïste, mercantile et industriel pour les découvertes de l'esprit qu'il ne faut pas confondre avec la passion désintéressée qui s'allume dans le cœur d'un petit nombre. Il y a un désir d'utiliser les connaissances et un pur désir de connaître.
Fin de citation. L'enseignement dans les démocraties marchandes est en effet réduit à la formation d'ingénieurs et de médecins, et plutôt que de cultiver l'amour du beau dans l'esprit des étudiants, ils cultivent le goût de l'utile. Réduire un être humain à son métier est une faute grave, car il y a chez l'homme quelque chose de plus haut, de plus élevé qui le transcende. Les études, la connaissance, sont là d'abord pour faire grandir l'être humain, l'épanouir intellectuellement et spirituellement, avant de le rendre fonctionnel. C'est en ce sens que le géant de la littérature française du XIXe siècle, Victor Hugo, avait fustigé les hommes politiques qui proposaient de réduire le budget de la culture, n'étant à leurs yeux plus rentable. Ouvrez les guillemets. Vous êtes tombé dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire que vous faites. Fermez les guillemets. Il ne suffit pas, déclare-t-il, de pourvoir à l'éclairage des villes, car la nuit peut se faire aussi dans le monde moral. Il faut donc aussi veiller à allumer les flambeaux de l'esprit. Nous citons. Mais si je veux ardemment, passionnément le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je veux le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je veux multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Fin de citation. Je confie les mots de la fin de ce chapitre à la sagesse socratique pour illustrer l'ensemble de la réflexion. En effet, tandis qu'on prépare la ciguë à Socrate, ce dernier en attendant s'exerce à la flûte pour assimiler un air, quand on lui demande « À quoi cela te servira-t-il » Le philosophe répond d'un ton flegmatique « À connaître cet air avant de mourir ». Tout simplement.